Je me marre parce que, vous voyez ce cadre, le Winspace T1550, un cadre vélo en carbone, un petit peu aéro, qui, a priori, plaira aux amateurs de vitesse, à celles et ceux qui sont en recherche de performance, qui aiment faire la course. Toutes ces personnes qui, je pense, ne comprennent pas pourquoi, en tant que cycliste, j'ai du poil aux pattes, et qui, sans doute, ne comprendront pas, ou du moins auront beaucoup de choses à redire sur certains choix techniques, certains choix de composants pour ce vélo. Donc j'anticipe les commentaires qui vont tomber sous cette vidéo. Ce sera sûrement assez drôle. Mais avant de les découvrir, découvrons déjà s'il est facile de monter un vélo avec ce cadre. C'est parti. Allez, on attaque par un montage à blanc de la fourche sur le cadre afin de prendre la mesure pour couper le pivot à la bonne taille. Et donc tout d'abord, je viens mettre le roulement du bas sur la fourche. Vous voyez, là, il gigote un petit peu et certaines personnes diront peut-être qu'il faut normalement ajouter une couronne pour qu'ici, ça repose bien à plat. J'aurais envie de dire que pourquoi pas, mais à partir du moment où ce n'est pas fourni dans le kit, c'est sans doute qu'il n'y en a pas besoin. Donc voilà, ça vient se mettre comme ça. Par-dessus, on ajoute le roulement du haut, on rajoute cette bague où il n'y a pas trop d'éléments, là ça va assez vite. Et là, on arrive au premier choix qui ne plaira pas à tout le monde, c'est que sur ce cadre, eh bien, il y a la possibilité en fait d'intégrer complètement tout ce qui est câble et gaine, comme ça rien ne dépasse. Mais ce n'est pas tout à fait le choix que je vais retenir. Vous voyez, ici, je vais déjà installer les entretoises. Donc là, on est sur un système dit ACR. Donc pour ça, on pourrait ajouter une potence de la marque FSA qui permet justement de tout intégrer. Ces petites entretoises, en fait, vous pouvez les séparer comme ça en deux, ce qui permet, une fois que tout est monté, de venir les rajouter ou les enlever assez facilement sans avoir à tout virer, surtout qu'avec les câbles à l'intérieur, vous avez compris l'idée. Donc là, je vais venir installer ça comme ça. Je vais mettre, comme d'hab, la totalité des entretoises. Moi, j'aime bien toujours mettre la totalité de ce qui est fourni, point de vue hauteur, quitte à en enlever après. C'est toujours plus simple d'en enlever que d'en rajouter, surtout une fois que c'est coupé. Et par-dessus, je vais ajouter ceci, qui est également fourni dans la boîte et qui permet d'installer une potence classique. Voilà, donc ce sera peut-être un petit peu moins joli qu'un truc tout intégré, mais ça me permet d'utiliser des pièces que j'ai déjà. Ça va me permettre de modifier la taille de la potence plus tard si besoin, et ça me coûte sans doute moins cher que de tout trouver. Enfin bon, bref, vous avez compris l'idée, il faudra juste voir si tout passe bien par ici. Autrement, je remplacerai ces entretoises par des entretoises rondes plus classiques. Et pourquoi pas, plus tard, je pourrais faire un truc tout intégré, une fois que j'aurai trouvé la bonne taille de potence et si j'ai envie de faire autre chose. Bref, j'ajoute quand même par-dessus une petite entretoise de 5 mm qui permettra de faire la bonne compression du tout à l'heure. Et avec mon couteau, je viens faire une marque par-dessus tout ça. Hop. Et me restera à faire une autre marque un petit peu plus bas. Et c'est là que nous allons couper. J'ai installé ma fourche dans le guide de coupe, donc la marque que j'ai refait en dessous de la première marque, elle est alignée dans la fente. Et là, je vais essayer une petite astuce que j'ai vue suite au dernier montage vélo que j'ai fait, c'est de vaporiser un petit peu d'eau en fait là-dessus, histoire que quand je coupe, le carbone ne s'envole pas partout. Je vais quand même mettre un petit masque le temps de la coupe au cas où, parce que le carbone c'est pas bon à respirer, mais ça peut limiter les poussières, c'est bien. Et allez, on y va tranquillement. Ok, le pivot de fourche est coupé, mais petite mésaventure, et c'est la première fois que ça m'arrive en coupant un pivot. Ici, sur la fin de la coupe, vous voyez, il y a un petit peu de carbone qui s'est barré, qui a éclaté. Alors, est-ce que ma lame est usée? Est-ce que j'ai trop forcé sur la fin? Je n'en sais rien. Bref, le résultat est le même. Et là, vous pouvez voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de super glue par-dessus pour réparer la chose. J'ai enlevé les éclats, j'ai mis des petites couches de super glue pour lier le tout. Je ne dis pas que c'est le truc à faire. Je ne vous conseille pas forcément de le faire, parce qu'en cas d'accident, j'ai envie de dire, après, c'est chacun sa merde, chacun prend ses responsabilités. Moi, je pense pas que ça va bouger. Je pense que ça va le faire. Alors déjà, j'ai envoyé un mail à la marque. Ils m'ont répondu très vite en me disant c'est ok, ça peut arriver, mais comme ça, avec un petit peu de colle, ça va le faire. Peut-être aussi qu'un jour, il faudra que je recoupe le pivot plus court, donc bon, bref. Et surtout, quand je faisais du tir à l'arc, j'utilisais des flèches en carbone. Et les flèches en carbone, je peux vous dire que ça prend très, très, très cher dans la gueule, surtout moi avec la puissance que je tirais. Et ça m'est arrivé quelquefois qu'elles étaient un petit peu abîmées comme ça à l'extérieur, avec des lamelles de carbone qui se barraient.
et je mettais un peu de super glue et franchement, ça tenait très très bien. Même quand ça rentrait dans la cible, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, les petites couches de super glue, je penserai un petit peu tout à l'heure pour faire propre et ça devrait tenir. Bref, là j'ai mis des gants parce qu'on va commencer à jouer avec ce genre de produit pour installer la tige de sel dans le cadre. Et pour l'installer, vous voyez, il y a plein de petites choses qui sont fournies. Alors ça déjà, je pense que ça vient s'enfiler ici. Comme ça, je le mets avant de l'oublier. Ça, c'est pour moi ce qui va aller dans le cadre pour bloquer la tige de sel. Et après, il y a d'autres choses, dont cet élément-là qui, à mon avis, vient se mettre ici, en fait, pour bloquer les batteries pour les transmissions électriques, chose que je n'ai pas aujourd'hui, donc je ne m'en servirai pas. Et après, les petits caches comme ça en caoutchouc, on verra plus tard s'il y a besoin. Mais c'est peut-être aussi pour tout ce qui est transmission électrique. Je mets un petit peu de pâte carbone à l'intérieur pour que le truc de blocage il adhère bien. Tout de suite, je peux en mettre aussi complètement à l'intérieur du cadre. On va positionner ça ici. Donc, il y a le trou pour la vis. Ok, tout simple. Voilà, on va mettre ça là pour le moment et on réglera la hauteur de toute façon plus tard. Quand j'ai fait le montage de ce chouette Trichet Outback qu'on a juste là et dont la vidéo apparaît dans un coin de votre écran, c'était simple. Toutes les durites, toutes les gaines passaient en extérieur, donc j'ai pu monter la fourche et installer le tout ensuite. Sur ce Winspace T1550, comme tout passe à l'intérieur, eh bien je ne peux pas installer la fourche pour installer ensuite tout ce qui est gaine et durite. Ça, il va falloir le faire avant pour que tout ressorte ici avant de mettre la fourche et que tout aille bien. Donc, on va pouvoir commencer l'installation du groupe. Ici, j'ai un L2R9. J'ai fait une vidéo où on l'a déballé ensemble. Je vous ai donné mes premières impressions à chaud. Vous pouvez aller la voir. Et là, de suite, on passe à l'installation. On va commencer avec les freins. Et donc, les freins qui sont ici. Il y en a deux, forcément. Je pense que ça, c'est l'arrière, parce que la durite me paraît plus longue. Alors, on va commencer par l'avant. Et ici, on a tout le sachet d'accessoires de Risky et compagnie, avec tout plein de choses à ne pas perdre. Genre ça, c'est les olives pour tout à l'heure, quand on installera les durites dans les manettes. Il y a des petits pins qui vont avec. Ça, ce sont les trucs pour visser dans les manettes. Ça, c'est pour le dérailleur avant. Et voilà. Ok, donc le reste, on a des adaptateurs et de la visserie. On peut monter soit des disques 260, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, soit des disques 240, ce qui m'intéresse moins aujourd'hui. Donc ça, on met de côté et on va utiliser ça. Alors, front, c'est pour l'avant, rear, c'est pour l'arrière. On va commencer avec ça et il faudra sélectionner les bonnes vis. Hop, a priori, ça va devant. Ça irait comme ça, je dirais. Ok. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ça, et après, on viendrait visser l'étrier comme ça par-dessus. Ok, donc maintenant, faut trouver les bonnes vis. Ici, c'est évasé, donc ça va être ça. Donc ça irait comme ça. Bon, jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Et après, je dirais que c'est des petites vis, genre ça, qui auront fixé l'étrier. Voilà, simple, efficace. C'est parti! Ok, l'adaptateur est fixé, mais avant d'y fixer l'étrier, il faut déjà qu'on passe la durite dans la fourche. Le truc, c'est que ça doit rentrer par ce trou-là pour sortir par ce trou-là, mais si je le fais comme ça, ça va ressortir là-haut. Donc, il va falloir qu'on guide la durite pour que ça arrive ici. Et ce qui est sympa sur les durites L2, vous voyez, c'est qu'ils mettent ce petit insert en fait en métal avec une petite encoche et un petit trou au bout, où on peut rentrer un câble de dérailleur pour servir un petit peu d'aiguille. Et ce qui aurait été encore mieux, c'est que ça ne soit pas de l'alu. Comme ça, j'aurais pu l'attirer avec les aimants de cet outil qui sert justement à passer les choses comme ça en interne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je garde toujours des vieux câbles. Je vais essayer d'en fixer un petit morceau pour ressortir ça. Parce que dans cet outil, qui est pratique, je vous mets le lien en description d'ailleurs pour les outils et les composants du vélo. Il y a ce truc-là qui vient normalement se rentrer directement dans les durites et s'accrocher sur le petit aimant. Là, je peux pas le faire. Et celui-ci, c'est pour mettre au bout des câbles. Alors, ça, c'est con, ça rentre pas là. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être le scotcher. Juste avec un petit tour de scotch. Ou je pourrais aussi mettre une petite pointe de super glue éventuellement. Temporaire. Là. Voilà, celui-là, il n'y a pas une grosse contrainte. Pour l'arrière, on verra comment on s'arrange. Ok, ça vient se visser ici.
Alors en plus je l'ai cassé ce truc là, il manque un morceau, enfin ça tient quand même. Allez c'est parti. Comme ça, allez. Et bah. Ah, ça a du mal à passer là. Ok. Voilà. Ça c'est rentré. On a vu tout à l'heure qu'avec ce groupe L2R9, on avait plein de tailles de vis fournies pour la fixation de l'étrier arrière sur le cadre, en fonction de l'épaisseur du cadre. Ça c'est vachement bien parce que par exemple quand je monte du Shimano, je dois racheter les vis à la bonne taille. Donc forcément c'est un petit coup en plus et c'est un truc à penser en plus. Là pour déterminer la bonne taille de vis, simplement j'ai pris l'adaptateur, j'ai vissé les vis qui me semblaient les bonnes, je les ai présentées devant le cadre, et puis j'ai sélectionné la paire de vis qui allait bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter. Mais avant de fixer l'adaptateur au cadre, je vais déjà fixer l'étrier sur l'adaptateur, sans ça on risque d'avoir quelques petits soucis pour le serrer, notamment pour la vis arrière, et là c'est dommage, ils auraient pu faire un étrier arrière avec un trou simple en fait pour passer les vis, et pas une fente comme on avait à l'avant, histoire qu'on arrive à bien aligner ça avec l'adaptateur, plutôt que d'essayer de le faire à la main. Là, a priori, je m'en suis pas trop mal sorti. Ou alors, c'est qu'au final, ça s'aligne quand même bien tout seul. Et l'autre truc qu'on va faire avant de fixer tout ça au cadre, c'est qu'on va passer la durite dedans. Parce qu'une fois que ce sera fixé, sans ça, ça va être plus chiant. Bon, là, c'est pas très compliqué. On va réussir à la faire sortir à l'autre bout sans trop de mal. Et donc, pareil, là, je vais pas trop serrer, histoire de laisser un petit peu de jeu pour après faire le réglage du positionnement par rapport au disque. Bon, eh bien c'est que la journée avance vite. Vous voyez, il est 13h16. Je crois que j'ai attaqué à 8h ce matin et je n'ai encore quasi rien fait sur le vélo. Parce que comme je suis pas chez moi, que de temps en temps, on vient me voir pour discuter, que là je viens d'avoir la pause déj et tout, forcément, ça va pas très vite. Et je rêve du jour où j'aurai mon chez moi, mon espace pour faire ce genre de trucs tranquillement, pour faire les vidéos et tout de manière plus simple. Bref, il va falloir accélérer. Et là, je commence par installer les dérailleurs de ce groupe L2R9. Donc dérailleur avant, je le mets parce que comme la gaine va ressortir ici et arriver dedans, ça sera plus simple de l'avoir déjà en place. Et vous voyez, j'ai mis une patte anti-déraillement. Ça, c'est un truc que je mets sur tous mes vélos qui ont un dérailleur avant. C'est vrai que ça peut éviter des petits accidents et d'abîmer son cadre en carbone. Donc là, je le fixe de manière très provisoire. On verra après pour le régler et tout ça. Le dérailleur arrière, on va le mettre aussi en place. Ici, vous voyez, il y a cette vis qui va venir se mettre en butée ici sur la patte de dérailleur et qui permettra ensuite de régler la distance entre le galet et le grand pignon. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est mettre un petit coup de graisse téflon sur la vis. Voilà, toujours mettre un petit peu de graisse sur ces vis. Hop. Et il n'y a plus qu'à venir mettre ça ici, comme ça. Pour la gaine de dérailleur, j'ai ce kit Jaguar Pro Shift dans lequel j'ai cette grande gaine avec à chaque extrémité un embout qui est fixé, qu'on ne peut pas enlever. Donc on va en garder un pour aller dans le dérailleur avant, l'autre ira au niveau d'une manette. Et pour les autres extrémités, on mettra d'autres choses. Alors comme j'ai qu'un seul morceau, forcément il va falloir le séparer en deux puisque j'ai deux dérailleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais estimer à peu près la distance nécessaire pour aller du dérailleur arrière déjà à la manette. Donc je dis bien à peu près. Normalement, de toute façon, il y aura de la marge. Hop. J'aime bien laisser toujours un petit peu de marge quand même au cas où. Si je fais ça comme ça, on va être pas mal. Et si je garde juste ça pour l'avant, ici, ouais, ça devrait être à peu près bon. Bon, eh bien, le sort est jeté. Si je me suis planté dans les mesures, tant pis pour moi, faudra bricoler. On va déjà passer la gaine du dérailleur avant. Et ici, c'est intéressant. Il y a une petite pièce en plastique dans laquelle on va venir rentrer la gaine qui va un petit peu la maintenir, en plus qu'elle soit rentrée dans le dérailleur. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, c'est uniquement pour des gaines de 4 mm. Donc des gaines de 5, comme j'ai mis sur le Ritchey, ne passeraient pas. Enfin, après, 4 mm, c'est le standard pour du dérailleur. Mais maintenant que je l'ai coupé, est-ce que ça va bien rentrer? J'avais fait un essai avec un petit morceau tout à l'heure, ça marchait bien. Allez, là, voilà. On va la faire venir ici. Cette extrémité avec l'embout, ça va venir se rentrer
direct dans le dérailleur. Là, comme il n'y a pas de butée sur le cadre, du coup, il faut faire comme ça. Et là, forcément, comme ça tombe toujours pas tout à fait bien en ligne et qu'il y a un peu de contrainte, j'espère que ça tiendra bien. Puis ça, on n'a plus qu'à le faire remonter dans le cadre. Pour l'arrière, alors cet embout là va aller au niveau de la manette, ce qui fait qu'il faut qu'on démarre par là, ça va être un petit peu plus chiant à rentrer, alors que idéalement il aurait fallu le côté, enfin deux côtés sans embout en fait, pour rentrer directement là-bas, mais j'ai pas envie de couper, c'est un peu dommage de gâcher un embout. Donc je vais rentrer ici. Ça va être tellement plus simple de le rentrer dans l'autre sens. Ça va finir que je vais le rentrer dans l'autre sens, et puis tant pis on coupera l'embout, parce que là ça va commencer à me faire chier. Allez putain là. Bon, ça m'énerve, toi. Pas perdre de temps, on va sacrifier le petit embout pour après. Ça ira plus vite, hein, parce que sinon, on y est encore demain. Hop. Et dans ce sens-là, ça va beaucoup plus simplement. Hein. En fait, je dis on va sacrifier l'embout, je pourrais le laisser, c'est juste que j'ai des embouts un peu plus sympathiques qui peuvent être remis avec une petite languette étanche, quoi. Voilà. Voilà. Il est temps de faire en sorte que ça ressemble un petit peu plus à un vélo, notre affaire. Donc pour ça, on va déjà installer la fourche. Là, du coup, je mets un petit peu de graisse ici pour accueillir le roulement du bas. Hop. On va remettre un petit peu de graisse aussi directement sur la fourche. Ok, maintenant le jeu, ça va être de monter la durite dans le tube et de le faire suivre avec la fourche, tout simplement. Bon, déjà pour moi, on a la place pour le reste. Donc là, on a la durite pour le frein arrière. Ici, vous voyez, j'ai mis un petit morceau de scotch pour le câble de dérailleur arrière, comme ça je le reconnais. Et là, ce que je vais faire, déjà un petit coup de chiffon, histoire de ne pas foutre du gras partout. J'ai ramené un lacet. Et comme ça, je vais attacher la fourche à mon cadre. Ce sera plus simple que ça tienne tout seul pour la suite des opérations. Alors clairement, c'est le genre de vélo où je me dis que c'est peut-être plus simple à monter avec un groupe électrique, où on n'a pas besoin de s'embêter comme ça avec... toutes les gaines, forcément il n'y a plus que les durites de frein à passer, c'est peut-être plus cool. Mais bon, c'est pas le même prix. Et le mécanique, moi j'aime bien. Arrière, arrière, avant, avant. Et on va installer donc cette pièce-là avec donc, nos trucs qui vont à l'arrière. On va mettre ça de ce côté-là. J'espère que tout va bien passer. Ça c'est l'avant, arrière. Là. Oh ça va, c'est large, il y a de la place, tant mieux. Et ici, vraiment que tout reste bien à sa place, hein, c'est pas évident. Là, ok, on est pas mal. Hop, donc ouais, j'espère que ça sera assez souple pour bien se positionner sous la potence. Autrement, ce que je pourrais faire, c'est remplacer ces entretoises par des rondes et donc descendre cette partie-là. Hop, la petite entretoise que j'avais pris en plus. Niveau hauteur, ça me paraît pas mal. Bon, et en fait, l'expander, il est que d'une seule partie. Ok, donc c'est normalement pour les potences où tout est intégré. Ok, ouais. Donc ça va pouvoir se rentrer comme ça direct. Donc en fait, d'avoir mis ça en plus, c'était peut-être pas nécessaire. Enfin bon, ça devrait fonctionner quand même. Allez, on va mettre un petit peu de pâte carbone. Alors il y en a qui m'ont dit qu'il fallait pas en mettre. Enfin, il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait pas en mettre. Perso, je préfère en mettre toujours. Bon, comme ça, je suis sûr. Hop. Et ça fonctionne notre affaire là. Parfait, écoutez, il n'y aura plus qu'à serrer tout ça tout à l'heure quand ça sera en place. Allez, je mets en place le cintre. Donc j'ai mis un petit peu de pâte carbone là pour faire le contact cintre et potence. Et donc c'est un cintre Ritchey Skyline. J'aime bien, vous voyez la forme, c'est un nouveau truc qu'ils ont sorti. Ça ressemble un petit peu à la forme du cintre Venture Max que j'ai sur le gravel. Donc on va voir ce que ça donne. La potence, je vous ai pas dit, j'ai mis une 100 mm. On verra si c'est assez long, trop long.
pas assez long. Puis j'ajusterai en fonction. Petite particularité, c'est qu'ici je vais installer un support Close the Gap. C'est un truc que j'aime beaucoup. Vous voyez, là il y a une sonnette intégrée et puis en dessous je peux rajouter une griffe GoPro. Et pour l'installer, il faut que j'utilise ces petites entretoises, si je me rappelle bien. Ouais, voilà, ça se met comme ça. Et ensuite, le reste vient là. Le seul truc, c'est que sur les potences Ritchen mémoire, ouais, ça donne un petit angle comme ça. C'est pas très gênant, mais il y a peut-être des potences sur lesquelles c'est un peu plus plat, un peu plus mieux, on va dire. Mais franchement, ces supports Close the Gap, moi j'adore, hein, j'avais fait une vidéo dessus. Je trouve ça vraiment très très pratique d'avoir la sonnette intégrée. Le seul inconvénient que j'aurais là, c'est que je pourrais pas serrer au couple, je pense. Parce que là, il me faudrait une clé dynamométrique avec une rallonge et j'ai pas amené la bonne. Donc, je serrerai un petit peu tranquillement et quand je serai de retour chez moi, je pourrais faire ça dans les règles de l'art. Pour les manettes, vous voyez, la vis de serrage est ici, là, pour la bague. Donc, il faut aller la choper, je crois, par devant. Ça, c'est pas le plus pratique. Là, j'aime mieux les trucs Shimano, pour le coup. Parce que là, une fois qu'on aura bien positionné le tout, pour aller serrer, ça va être un peu chiant. Je sais même pas si je suis dedans, là. Ouais. C'est pas ce que je préfère là comme système. Parce que là clairement je vais pas réussir à la choper comme ça sans tout abîmer là. C'est con parce qu'elles ont l'air vachement bien ces manettes, mais ça déjà ça me plaît pas. Enfin pour la fixation, après le reste on verra, mais faut vraiment. Ah oui d'accord. Faut vraiment pousser le truc à fond quoi. C'est pas. Ça me plaît sans plus. Allez. Est-ce que là ça rentre? Ok. Il faut vraiment que je sois bien desserré. Hein. Hop. Ok. Allez, on positionnera ça de manière définitive ensuite. Alors par ici, en fait, j'ai refait un petit peu de démontage pour remettre dans l'ordre de chaque côté la gaine de dérailleur sur l'extérieur, la durite de frein sur l'intérieur, simplement parce que quand ça va se présenter comme ça sur le cintre, ça soit dans cet ordre-là de manière un peu naturelle pour venir rentrer dans la manette. Ce qu'on va faire dans l'immédiat, c'est qu'on va tenter de raccorder déjà le frein. Voilà, ça va être le frein avant pour commencer. J'ai fait une marque ici, histoire d'avoir un repère pour couper la durite. Normalement, j'ai gardé un petit peu de marge. J'espère que ça va le faire. Je pense qu'il y a déjà un peu d'huile dedans. Donc, on va prendre un petit sopalin, comme ça. J'ai mon coupe durite. Donc, je vais prendre sur la marque et voilà, j'espère que c'est bon. De toute façon, il y a un moment, il faut y aller. Il faut mettre en place le petit insert. Donc pour ça, on va prendre l'autre outil. Hop. Il faut venir. Ah, il s'est barré. Présenter ça comme ça. Allez, on bloque la durite et on visse. Je l'ai peut-être pas enfoncé assez là. Quoique. Donc là l'idée toujours c'est juste d'amener l'insert à ras de la durite, ça sert à rien de trop forcer là. On va placer tout d'abord l'écrou de serrage, puis l'olive que j'aurais dû mettre je crois avant l'insert. Non c'est bon ça passe. Pour le prochain je mettrai ça avant. Ok, et maintenant l'idée c'est simplement de venir mettre ça dans cette partie-là. A priori là c'est au fond. Je pense pas qu'il faille le desserrer. Vous savez quoi, en fait je suis un gros débile, ça c'est juste un bouchon. Donc j'espère que j'ai pas coupé trop court, parce que forcément j'ai pris mon repère ici au lieu de le prendre là. Enfin bon, normalement j'ai un peu de marge donc ça devrait le faire. Et normalement donc ça si je le dégage ça devrait aller beaucoup mieux. Vous voyez en effet je risquais pas de visser grand chose là-dedans. Ah ouais ça va être juste hein. Bon de toute façon maintenant c'est fait donc faudra que ça aille. Je remets de l'huile partout. Ouais et je ferai mieux pour l'autre côté, j'espère que ça ira là quand même au niveau de taille. On verra bien, est-ce que j'ai pas encore un petit peu de marge à l'intérieur, non? Ouais, bon ça devrait le faire. Allez, maintenant il faut serrer ça, donc il faut une clé de 8 ici et une clé de 10 pour aller sur la manette. Bon et si un jour il y a besoin de remplacer l'olive, les durites ou quoi, je parie que si on prend du Shimano, ça fonctionnera parfaitement bien. En fait la clé de 10 ça va pas servir à grand chose puisque là c'est maintenu. Donc, je me suis embêté tout à l'heure à en trouver une pour rien. Ok. Ça fuit pas et là ça réagit. Donc c'est qu'a priori ça fonctionne. Maintenant il ne restera plus qu'à remplir le frein. Bon, ok.
Bon, bah, je crois que niveau longueur de durite pour le frein, je suis plus que bien. Après, on viendra placer tout ça bien comme il faut. Ça devrait le faire. Et me reste à installer les gaines pour les capes de dérailleur. Donc, capes de dérailleur qui sont préinstallées sur les manettes. Et vous voyez, sur ces manettes, c'est intéressant, on a 2 passages. Donc, on peut mettre ici, je pense, pour certains modèles de cadre ou quoi. Et puis, bah, nous, on va utiliser celui à l'intérieur pour passer comme ça proprement. Donc là, c'est pour le dérailleur arrière. Vous voyez, j'ai ajouté un petit embout. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner ma gaine. Je vais prendre la bonne longueur. Et une fois que ça sera fait, bah, au bout, j'aurai plus qu'à recouper comme je veux pour que ça soit nickel. Ça sera plus simple dans ce sens-là. Bref, tout ça, il n'y a rien de très très passionnant. J'installe tout tranquillement. Et puis, on se retrouve pour la suite. Et puis, si vous voulez voir vraiment comment installer tout ça, il y a déjà la vidéo sur le Ritchey. Attaquons-nous à cette opération qui peut paraître délicate du remplissage des freins avec de l'huile. Donc déjà au niveau de l'étrier, j'ai retiré les plaquettes et j'ai mis une cale de purge. Cale de purge issue d'un kit de purge Chumxini. Je sais pas, c'est un truc qui nous vient de Chine. C'est mon frangin qui a chopé ça sur Amazon parce qu'il est dans le truc partenaire, testeur Amazon machin, donc il peut récupérer plein de trucs de temps en temps. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut. C'est fourni avec 2 petits bidons d'huile minérale comme ça, et puis différentes cales de purge. Celle que j'ai mis, bah, ça correspond à celle-ci, qui est la cale de chez Shimano. Bon, il y a une petite seringue par contre qui n'a pas l'air top, qu'on n'a pas utilisée. On va tester l'entonnoir. Là, c'est sympa, il y a des petits embouts métalliques comme ça. En fonction des manettes, je pense que celui-ci conviendra. Sans ça, j'ai des entonnoirs Shimano qui m'ont l'air mieux. Et autrement, bah là, j'ai un kit de purge de la marque Jaguar pour de l'huile minérale. Donc, on va utiliser cette seringue. Maintenant, comment ça se passe? Ici, il va falloir défaire la petite vis. Là, c'est une empreinte Torx. Heureusement, j'ai la petite clé sur mon multitool. Enfin, normalement, c'est la bonne. Ouais, c'est bon. Parce que bien sûr, il ne pouvait pas mettre du BTR partout, ça aurait été trop simple. La seringue va se visser ici. Ici, on va dévisser avec la petite clé. Hop, la vis de purge, et donc il y aura juste à visser l'entonnoir, et ça c'est une vis apparemment pour l'air, et j'entends miaou. Salut mon pote, toi aussi tu vas te faire purger? Ouais, t'as la dalle, hein. Eh bah oui, ah oui, 16h11, c'est l'heure du goûter, c'est ça? Quand je vous dis que j'arrête pas d'être dérangé par ici, tu veux pas me laisser remplir les freins de mon vélo? Non? Puis tant que je l'aurais pas filé un peu de bouffe, il va rester là lui. Bon, je suis désolé, il faut que j'aille lui mettre une petite goutte de lait, c'est le chat des voisins, mais si j'y vais pas, il n'est pas prêt de bosser. Je vous jure, entre ça et l'oiseau que j'ai ramené hier en courant parce que je l'ai trouvé blessé, c'est une vraie animalerie par ici. Bon, ce n'est pas du tout ce qui était prévu, mais nous sommes le lendemain. Je pensais boucler le montage de ce vélo en une journée, tranquillement, mais voilà, une journée pleine d'imprévus, et le soir, alors que je devais remplir les freins, chose pourtant pas si compliquée que ça et qui normalement se passe bien, bah ça s'est pas très bien passé. Et puis après, manque de lumière, attaque de moustiques, tout plein de choses. Résultat, j'ai réussi à tout faire, mais j'ai pas vraiment fait les images que je voulais pour vous montrer tout ça. Donc je vous résume la chose rapidement. Alors, pour remplir les freins, L2 a mis en ligne une vidéo tuto, et moi, bon élève, j'ai voulu suivre cette vidéo. Donc le principe, on l'a vu, on branche une seringue en bas sur l'étrier, on met un entonnoir en haut sur la manette. Ils indiquent qu'il faut pousser le liquide pour faire remonter les petites bulles. Donc ça, c'est comme pour un frein Shimano, par exemple, comme pour n'importe quel frein hydraulique, je pense. Et après, ils disent de tirer sur la seringue pour aspirer les bulles et faire ça plusieurs fois et ainsi de suite. Le seul truc, c'est que quand j'aspirais, il y avait beaucoup de bulles. Et je me suis dit, le problème, c'est mon petit entonnoir qui est peut-être pas bien terrible. Donc, j'ai voulu changer l'entonnoir par un autre entonnoir de marque Shimano tout neuf que j'ai acheté. En fait, je pouvais pas le visser, c'était pas le bon truc voilà, pour le mettre dans le trou là. C'était trop gros. En fait, c'est pour les manettes Shimano Route, comme 105, Ultegra ou même GRX. Et là, sur ces manettes L2, il aurait fallu plutôt la version pour VTT. Bref, on s'en fout, ça allait pas. Ensuite, j'ai voulu essayer avec une seconde seringue, ça se fait aussi. Déjà, le problème, c'est que j'ai un joint torique qui s'était barré, donc j'ai dû retrouver un petit joint torique pour remplacer. Ça n'a pas mieux fonctionné. Tout ça pour en arriver à la conclusion qu'en fait, le problème, ce n'était pas l'entonnoir, c'était la seringue.
au niveau de l'étrier. Voilà, ça réaspirait de l'air à chaque fois. Et puis L2, ils ont mis en fait une seconde vidéo où c'est vachement plus simple et où ils disent justement attention, quelquefois la connexion en bas avec l'étrier, la seringue, ça peut merder. Si vous aspirez, il y a de l'air. En effet, donc la deuxième méthode qu'ils proposent, et je vous mets le lien dans la description, ça sera le plus simple à suivre si besoin, c'est vous poussez, ça fait remonter les bulles, et puis après, il y a une autre petite vis voilà, pour purger l'air, où on fait ressortir un peu le liquide. On met quand même un petit peu d'huile partout, mais ça fonctionne. Alors après, je vous cache pas que c'est bien quelquefois d'incliner un peu le vélo dans un sens, dans l'autre, peut-être d'appuyer un peu sur la manette, on voit encore une ou deux bulles qui remontent. Mais voilà, bref, j'ai réussi à le faire, après avoir mis de l'huile partout, surtout pour la manette avant. Je trouve que le toucher est pas hyper ferme, mais ça a l'air ok. J'avais testé avec une roue, ça freine. Maintenant, on verra le résultat sur la route. Il faudra peut-être quelques kilomètres pour bien prendre confiance et tout. Mais voilà, en attendant, il reste pas mal de pièces à mettre là-dessus pour que ça fasse un vélo. Donc c'est reparti. Allez, on rattaque par l'installation du boîtier de pédalier. Ici, vous voyez, il faut un boîtier BB86. Donc c'est du press-fit, on met les deux côtés et avec un outil, on appuie pour que ça rentre. Mais moi, j'utilise un boîtier, vous voyez, qui se visse. Donc là, c'est de la marque Enduro Bearings. Et ça permet, en fait, quand je vais mettre les deux côtés, en vissant à l'aide de cet outil, eh bien, que ça s'auto-presse dans le cadre. Donc, c'est plutôt pratique. Alors, Enduro Bearings, vous voyez, on a un boîtier qui est tout en métal. Là, c'est un modèle Torque-Tight. Et je vous cache pas que ça coûte quand même assez cher. En fait, on est sur du boîtier haut de gamme. Et encore là, c'est pas le plus cher, car ce sont juste les roulements acier 440C, quelque chose comme ça. Donc un acier qui est de qualité. Moi, j'en ai déjà installé, j'en ai déjà utilisé. C'est vrai que c'est durable, c'est costaud, c'est fluide. Après, ils ne vous promettent pas forcément plus de fluidité qu'un boîtier standard, mais bon, ça tourne très bien. Et leur truc, c'est vraiment que ce sont des boîtiers qui durent longtemps. Alors, côté installation, c'est pas compliqué. L, côté gauche, par là. R, ici, côté droit, par là. Et pour commencer, eh bien, on va se mettre un petit peu de graisse sur tout ça. Il faut que ça glisse. Donc j'en mets dans le cadre. Alors comme je disais, il y a vachement de place à l'intérieur pour tout ce qui est gainé durique, donc c'est bien rangé au-dessus, il n'y a pas besoin de pousser. Franchement, ça c'est nickel, je trouve que le cadre il est bien foutu de ce côté-là. Ne soyons pas radins, je vais aussi en mettre sur le filetage du boîtier. Et donc même chose, l'avantage c'est que là on pourra le rentrer en fait sans outil, enfin sans presse, juste avec l'outil pour visser. Et pour le sortir, normalement on pourra faire pareil, même s'il y a peut-être un des deux côtés quand même où il faudra un outil pour le pousser, mais ça fait qu'on a un démontage facilité au cas où. C'est plein de graisse, donc on n'a plus qu'à rentrer ça là-dedans, côté gauche, côté droit. Voilà, une fois que c'est l'un en face de l'autre, on peut commencer à visser tranquillement à la main. Et donc comme ça, ça s'aligne automatiquement, et puis ça rentre nickel. Même ça glisse tout seul, j'ai envie de dire. Donc là-bas, il est déjà à fond, donc j'ai plus qu'à serrer de ce côté-là. Franchement, vu comme il glisse comme ça, je me dis que si un jour il y a besoin de le ressortir, ça va pas être compliqué. Je vérifie, non, il n'y a pas de jeu en... Non, c'est bon. Souvent, je me dis que c'est quand même plus fit que ça, les boîtiers, que c'est un peu plus serré. Non, là, ça rentre nickel. Bon, avec la graisse en plus, ça coule bien, enfin, ça glisse bien. Donc, BB86, BB92... J'espère juste qu'il va pas me falloir un deuxième outil pour tenir de l'autre côté, mais bon, ça va le faire. Bon, je pense qu'au niveau serrage, on va être pas mal. Je vais peut-être pas non plus trop forcer comme un bourrin. Là, ça tourne encore un petit peu, mais enfin, c'est carrément l'autre côté qui tourne avec. Là, je pense qu'on est pas mal. Vite fait, bien fait l'installation de ce boîtier. Nickel. Alors, le seul truc qu'il va falloir penser à ajouter, vous voyez, des petits trucs fournis avec, des petits accessoires. Donc on a plein de rondelles différentes en fait pour régler la ligne de chaîne si besoin. En premier, on aura ces petits joints à mettre comme ça de chaque côté. Hop, donc ça, faut mettre un petit peu de graisse en fait ici. Enfin, ils indiquent, en tout cas pour les autres modèles de la gamme que j'avais, ils indiquaient. Donc je pense que là c'est pareil. Un petit peu de graisse là. Ça. Il y aura pareil à faire de l'autre côté, et sur celui que j'avais installé sur mon Yoléo, qu'on voit au fond là-bas, j'avais dû mettre une rondelle comme ça de 1 mm de ce côté-là. On verra là si c'est nécessaire ou pas. On peut maintenant installer le pédalier, donc je mets de la graisse sur son axe, et là c'est un pédalier Shimano 105 sur lequel j'ai des plateaux Absolute Black, c'est un 50-34, et sur l'autre manivelle, j'ai un capteur de puissance InPeak. On peut voir que j'ai déjà les pédales qui sont installées, ce sont des pédales SPD, oui j'utilise des pédales SPD sur tous mes vélos, donc les trucs un peu VTT, parce que comme ça m'évite d'avoir 15 000 paires de chaussures, n'en déplaise à certains, c'est comme ça, et puis c'est tout.
Maintenant que le pédalier est installé, on va pouvoir ajuster le placement du dérailleur avant. Donc on a le petit autocollant là qui nous indique bien que c'est entre 1 et 3 mm de haut par rapport au pédalier. Et comme j'ai des plateaux ovales, eh bien, il faut que je prenne en compte le plus grand côté du ovale en le mettant comme ça vers le haut. Et vous voyez, j'étais pas si mal que ça. Il faut juste que je le descende un petit peu. Donc je desserre ici. Alors souvent, il faut essayer de se mettre quand même le plus proche possible. Ça me paraît pas mal. Et il faut être aligné ici, que le dérailleur soit parallèle au grand plateau. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Ma patte anti-déraillement, m'a pas l'air trop mal non plus. On verra si elle frotte la chaîne. Je pourrais juste la décaler un petit peu. Et ça sera bon. Ah, je vous ai déjà dit qu'il y a à peu près tout qui allait de travers pour le montage de ce vélo. Et cette matinée de ce second jour n'a pas échappé à la règle. Entre un slot SD de la caméra qui se met à déconner, entre la mort d'un chat, la mort du petit oiseau que j'ai essayé de sauver, et puis autour qu'il y a pas mal de bruit et tout, j'étais pas tout à fait tranquille pour bricoler, faire la vidéo. Donc, j'ai avancé sans vous sur quelques petites choses pour qu'on avance plus tranquillement maintenant. J'ai installé les roues, donc les roues qui étaient déjà montées, les Hyper D45 de la marque Loon, donc c'est la marque de roues de Winspace, donc la même marque que le cadre. Des roues que j'aime beaucoup, je les ai déjà pas mal roulées. Alors là, les traces jaunes, c'est du liquide préventif Pirelli. Autant Pirelli, j'adore leurs pneus, autant leur liquide préventif, que ce soit route ou VTT que j'ai essayé récemment sur un gravel, j'ai pas trouvé ça fou. Bref, les pneus qui sont montés font 30 de large. Le cadre n'accepte normalement que des 28 max. Mais voilà, les 30, franchement, ils passent nickel. Ça dépend peut-être de la largeur de la jante et de tout ça. J'ai ajusté mes étriers de frein à l'aide du petit outil là qu'on vient mettre derrière les plaquettes, là, enfin sur le disque entre les plaquettes. Franchement, les deux se sont ajustés tout de suite nickel. Dans la vidéo du Ritchey Outback, j'explique un petit peu plus tout ça, tout comme j'explique un peu plus comment régler le jeu de direction, chose que j'ai déjà faite en alignant le tout. J'ai aussi réglé la position de mes manettes, fini de régler le cintre. Encore un petit truc que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai rentré le câble de dérailleur dans le dérailleur avant. J'ai laissé en fait toute la longueur, j'ai pas recoupé celui-ci. D'ailleurs, j'ai fini de placer mes gaines et mes durites pour que ça soit vrai propre. J'ai remis du scotch pour que ça tienne et tout. Il n'y aura plus qu'à mettre le ruban de cintre et il y a largement assez de marge pour rallonger la potence, pour tourner, pour tout ça. Si ça fonctionne bien, ça fera le taf. Maintenant, on va pouvoir lui mettre la chaîne et régler tout ça. Avant d'installer la chaîne, moi il y a un truc que j'aime bien faire, c'est régler les butées de mon dérailleur arrière, donc à l'aide des deux vis qui sont là, H par rapport au petit pignon, L par rapport au grand pignon. Donc H c'est high, grande vitesse, L low, petite vitesse, parce que quand on est là on roule moins vite. Et donc l'idée ça va être avec la vis H d'amener le galet du dérailleur sous le petit pignon, il faut les aligner. Et avec la vis L, moi ce que je fais tout de suite, c'est qu'en fait je pousse mon dérailleur sous le grand pignon et après en tournant, je viens le mettre en dessous. Avant d'installer la chaîne, déjà on va virer ce petit autocollant, il ne nous sert plus à rien. Ici je propose qu'on attache le câble du dérailleur avant, donc a priori ça vient se mettre ici, ça passe là derrière. Donc, ce qui veut dire que le câble, une fois qu'on l'aura coupé, il va dépasser un petit peu devant. C'est là que j'aime mieux le système Shimano par exemple, où ça repasse dans le petit cache et tout, que c'est propre, que ça remonte là. Mais bon, on va me dire ça fait le taf, c'est tout pareil. Ok, ça monte. Et ça descend. Ensuite, à l'arrière, ce qu'on va faire, la gaine, elle est un petit peu trop longue. On pourrait garder l'embout, mais déjà de base, moi j'avais décidé de le remplacer par un embout comme celui-là, qui est un embout Shimano plus étanche, on va dire. Donc la gaine, on va le raccourcir à peu près comme ça. Alors j'ai pris le soin de tirer quand même sur le câble pour être sûr qu'il ne soit pas par là. Ce serait dommage de couper le câble avec, même s'il y a un peu de marge. Ça, j'avais déjà fait l'essai. Voilà, ça ressort juste là, c'est pas mal. On va finir d'envoyer le câble. Hop. Ok, ça c'est tout bon. Alors ça, j'ai oublié de jouer sur la molette des fois que c'était trop tendu. Je vais le desserrer. On va un tout petit peu desserrer ça, donc comme si c'était pour tendre, ce qui permettra ensuite de détendre un petit peu le câble au besoin. Hop. Là, une chose, on va pouvoir tester. On voit que ça monte. Ça descend. Pour placer la chaîne, je renfile mes gants pour pas trop me dégueulasser, parce qu'en fait, je vais même pas monter une chaîne neuve. Je vais monter la chaîne qui était déjà montée sur ce pédalier et cette cassette là-bas sur le Yoléo.
Elle n'est pas toute neuve, mais bon, j'ai vérifié avec le petit testeur, elle est encore OK. Et hop, j'ai le maillon rapide à récupérer. Alors j'ai nettoyé, mais pas non plus de fou. Je pense que la taille, ça devrait être OK, hein. Et puis sinon, j'en ai une neuve au cas où pour plus tard. Voilà. On va le mettre là comme ça pour m'emmerder. Voilà. Ça devrait pas trop me déranger. Bon, bah, il n'y aura plus qu'à régler. Est-ce que déjà derrière ça passe? Ouais, il va falloir vraiment régler, hein. Voilà. Mais déjà ça a du mal à monter, donc ça manque de tension. Voilà. Pas mal ça. Ah, il va pas jusqu'au bout. Manque de tension encore. Ah bah non, c'est surtout qu'il frotte en dessous là. Bon, c'est un petit peu la merde. Vous voyez, cette vis ici, elle permet en fait de monter un petit peu ou descendre le dérailleur de manière à pouvoir passer sous le grand pignon. Là, avec le pignon de 32, bah ça passe pas, ou du moins ça passe trop juste, parce que cette vis, bah en fait quand je la serre, elle passe derrière la patte de dérailleur. Vous voyez, ça attaque l'alu. Et ensuite, ça passe derrière si jamais c'est trop serré. Résultat, bah, je ne peux pas régler le dérailleur correctement pour passer mon pignon de 32. Je pense qu'avec une cassette 11-28, ça irait, peut-être même une 11-30. Mais là, bah, je suis un petit peu emmerdé et je pense que leur truc est un petit peu foireux. Donc à part attaquer ma patte de dérailleur, bah, ça fait pas grand-chose. Résultat, je pense que je vais prendre le dérailleur Ultegra que j'ai là-bas, je vais le monter là-dessus et on va voir si ça fonctionne ensemble. Bon, bah, le problème, c'est pas tant le dérailleur qui est mal foutu avec cette vis. En fait, c'est la patte de dérailleur sur le T1550 qui est trop courte ici. Vous voyez l'espèce de butée qu'on a là sur celle du Yoléo, elle est plus longue. Et donc là, bah, je suis prêt à parier que si je monte le dérailleur, ça fonctionne parfaitement bien. Donc c'est plus une compatibilité avec mon cadre. Bon ben voilà, on a un dérailleur arrière qui fonctionne à merveille. Seul truc, vous allez voir, c'est que si je redescends tout en bas, et ben on se rend compte que la chaîne est trop longue. Du coup, ben je vais pouvoir inaugurer tout nouveau dérive chaîne de chez Toupik, celui-là, pour enlever quoi, 2 maillons, ça devrait être pas mal. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire le dérailleur avant. Là, ça force vite et bien. C'est très très bien ça. Ça me plaît. Bon, ça me plaît, ça force même un peu de trop. Alors c'est que je suis allé de travers, j'ai complètement ruiné les 2 maillons que j'ai enlevés. Si je veux les remettre, ça va pas être possible. Bon, ça va, j'en ai en stock. Ah ouais, ça va carrément tout emmener. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, j'ai tout éclaté. Oh merde. Ah ouais, là on a un souci là. C'est que c'était pas pour 11 vitesses le truc de base là? Parce que je vois que là il y a une autre pointe. Fallait changer peut-être? Putain, c'est quoi ce bordel? Bon, j'ai regardé dans le mode d'emploi. En fait, ça, c'est le même que celui-là. C'est juste un truc de rechange. Par contre, ici, vous voyez, il y a 2 emplacements. Et j'aurais dû me mettre dans le deuxième, là, celui qui est le plus proche du manche, pour retirer le maillon. Et l'autre, apparemment, c'est plutôt pour détendre les maillons. Peut-être une question de force qui est appliquée, je ne sais pas. Bref, on va voir si mon maillon peut encore servir. Parce que là, je l'ai peut-être un petit peu amoché quand même. Je ne sais pas. On verra si ça tourne encore droit. Et puis sinon, bah... peut-être qu'il faudra en enlever 2 autres, ou peut-être que faudra changer la chaîne. Enfin bon, là ça a l'air d'y aller encore. Maintenant, pour le dérailleur avant, on va voir ce que ça donne. Alors déjà tout à l'heure, au moment où j'ai changé le dérailleur arrière, j'ai remis la rondelle donc d'1 millimètre que j'avais sur l'ancien vélo ici entre le boîtier de pédalier et le pédalier, parce qu'en fait, si je suis petit plateau, petit pignon, vous voyez, avec les plateaux ovales, et c'est pour ça que j'ai mis la rondelle, bah, ça accroche un petit peu. Là, c'est léger, mais limite, je pourrais essayer d'en mettre encore une deuxième, peut-être 1 millimètre de plus ou quoi. Enfin, je verrai ça après, quand je réglerai le vélo tranquillement. Pour moi, on veut un truc qui fonctionne. Donc là, je suis petit plateau. La butée, elle a plutôt bien réglé, donc c'est celle-ci. Donc l'idée, bah, ça va être d'être le plus proche possible de la chaîne, sans que ça frotte. Okay, bon, on va essayer comme ça pour le moment. Allez, on va essayer de monter le grand plateau. Donc là, ça va être le demi-clic.
Eh ben, il monte, c'est déjà une bonne chose. Eh bien, à force de jouer sur les butées et sur la tension, je suis arrivé à un résultat vraiment très très convenable pour ce dérailleur avant. J'ai les demi-clics, j'ai tout. Ça a l'air de bien fonctionner. Après, on verra sur la route et après quelques kilomètres, bien sûr. Mais dans l'immédiat, ça le fait bien. Il y a juste qu'avec mes plateaux ovales, bah voilà, si je croise trop, ça passe pas toujours très bien. Mais ça, j'avais déjà le cas avant. Je vais couper le câble à peu près par là. Hop, ça sera largement assez long aussi. Ce qui est sûr, c'est que pour l'arrière, j'ai même mis trop long. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux trop long que trop court, que ça, s'il y a besoin de redémonter pour X ou Y raison. Et ensuite, bah, sur ce vélo, il ne manque plus que 2 choses à mettre pour qu'il roule. Enfin, surtout une, que nous allons voir tout de suite, et qui peut-être surprendra certaines personnes. Donc, la principale chose qu'il manque maintenant à ce vélo, c'est la selle. Et pour ça, on va faire un essai un petit peu spécial avec cette selle de chez Brooks. Alors, j'ai l'habitude des selles Cambium, mais là, bah, je vais essayer une selle en cuir. La Swift. On me demande souvent si j'ai déjà essayé les selles en cuir et ce que j'en pense. J'avais jamais fait l'essai. Bah là, c'est l'occasion. Et vous voyez, la Swift, qui a une couleur qui va pas du tout avec ce vélo. Quoique, c'est sympa. Enfin, c'est le style plutôt qui colle pas au style sportif de ce vélo. Mais j'en ai rien à foutre. Je vais tester. Je suis sûr que ça va être très bien. Et peut-être qu'après, elle finira sur mon gravel, sur mon outback. Alors cette selle en cuir de chez Brooks, avant de l'installer, je lui ai appliqué la petite pommade qui était fournie avec, le Proof Ride. Donc ça c'est celui de chez Brooks, hein, c'est le truc pour faire le cuir, pour l'entretenir, pour l'imperméabiliser. Ça s'applique par en dessous. Il y avait juste le sachet échantillon, j'ai appliqué la totalité. Et après, il faudra que je vois pour en trouver. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont compatibles. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. En tout cas, moi cette selle, j'adore. C'est super joli. Pas forcément la plus adaptée à ce vélo, mais c'est super joli. C'est vraiment un très très bel objet. Vous y croyez, il va falloir que je recoupe la tige de selle. Bon allez, je vais essayer de retirer à peu près 5 cm à la tige de selle. Ça devrait être bon pour pouvoir mettre ça à ma taille. Ok, bon là ça devrait être mieux. Je vais pouvoir la mettre à peu près 78 cm de haut. C'est à peu près ce que je mets sur mes vélos. Après bien sûr, il faudra ajuster petit à petit. Voilà, on va essayer comme ça. Bien entendu, j'ai remis un petit peu de pâte carbone sur la tige de selle pour que ça agrippe bien. Puis voilà. Allez, je fais juste un petit aller-retour pour voir ce que ça donne. Grand plateau, ça passe. Ok. Bon, vous voyez, finalement, niveau longueur, je suis peut-être pas si mal. Il faut que je remonte un petit peu la selle, je sais pas trop. Pour avoir avec un cuissard aussi. Ah, le derrière-arrière, putain, ça passe super bien. Ah non, c'est pas mal. Hein. Les manettes sont cool, hein, franchement. Puis alors, ils freinent. Ah, ça marche très très bien. Hein. Ah, et ben on va en venir à bout de ce vélo qui ressemble maintenant à un vélo et qui a de la gueule, même avec sa selle en cuir qui n'a aucun rapport, mais je trouve que ça donne un style, ça donne un charme. Enfin bon, il roule, il freine. Voilà, tout va bien. Il lui manque plus que 2 trucs. Les portes-bidons que je mettrai tranquillement, parce que bon, c'est pas hyper intéressant, hein, tout le monde sait faire. Et le ruban de cintre pour faire joli, pour bien finir ça. Et là, j'ai un ruban de cintre de la marque Cyclovation, ou Cyclovation, si on prononce ça bien à l'anglais, je pense. Donc ça m'a été envoyé par David, que je remercie. On va essayer ça. Et en plus, il va être raccord, noir et blanc, assorti au cadre. Alors voilà, il y a la petite boîte. On va voir à quoi ça ressemble dedans. Hop, donc c'est marqué Leather Touch, je crois, quelque part. Touché cuir. 3 mm d'épaisseur, celui-là, donc ce sera bien pour le confort. Voilà, un premier ruban. Ah, cool, on a des bouchons avec des vis. Sympa. Et puis il y a des petits caches dessus. Comment c'est foutu, ça? Ok, ça c'est cool. Ça, franchement, ça va être joli. Les petits scotch de finition dont on se servira sans doute pas. Et il n'y a pas, par contre, les petites bandes qui viennent là. Non, c'est pas là. Donc, il va falloir faire des petits tours.
Ça y est, ça a enfin fini ce vélo, ce Winspace T1550. Il était temps, parce que sur celui-là, il y aura eu des petites galères, pas qu'au niveau du vélo, mais au niveau de tout, des caméras, enfin tout ce qu'on veut. Bref, il est prêt et il a une sacrée gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment très beau. Il restera bien sûr quelques petits réglages à faire côté position, surtout au niveau de la selle. On verra s'il est trop grand ou pas. Ça, rendez-vous dans de prochaines vidéos. Bon là, je lui ai mis ces petits porte-bidons. Et dernier truc, je sais que ça va intéresser certains. On va le peser. Et maintenant, j'ai une balance directement sur le pied d'atelier. Et ça, c'est hyper pratique. Alors, à votre avis, combien? Pas mal. 8 kg 865, sachant que la selle, juste la selle, pèse 500 grammes. Donc il y a clairement moyen de l'alléger déjà là-dessus. Après le reste, le groupe est peut-être pas le plus léger et tout. Puis personnellement, 8,8 kg, moi ça me va très bien. Je suis pas à la recherche du poids le plus léger tout le temps. Je suis en pneu de 30, c'est un cadre taille XL. Bref, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo qui a duré vachement plus longtemps que prévu vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire. Si c'est pas le cas, mettez un petit commentaire quand même. Les questions au même endroit. Je vous invite bien sûr à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes premiers retours sur ce vélo. Parce que maintenant, je vais aller l'essayer quand même. Il est fait pour rouler. À droite et à gauche, toujours des petites vidéos pour enchaîner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.